Comment expliquer que des Françaises et Français musulmans quittent leur pays, la France, dans laquelle ils ont grandi et fait leurs études? On en parle avec deux chercheurs qui ont écrit une enquête sociologique sur le sujet, Julien Talpin et Olivier Estevez, et l'ancienne vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchtou. Salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 11 de notre série Réflexions et péripéties d'une ourtie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez brûlant en vue de l'actualité. L'islam est-il compatible avec la République française? Mais avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle ce petit disclaimer pour les nouvelles personnes qui voient mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. Cette série Réflexions et péripéties d'une ourtie, c'est une série dans laquelle je donne mon avis sur tout un tas de choses que j'ai expérimentées, bien évidemment, sur mon expérience vécue, sur des histoires que j'ai eu à vivre et non pas sur la religion. Ce ne sont jamais des avis religieux, ce ne sont jamais des fatwas. Je ne suis ni shir, ni professeur, ni savante, ni ouléma, ni rien du tout. Je n'ai absolument aucune casquette religieuse, si ce n'est mon hijab qui ne représente que moi-même et bien sûr les femmes en général. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien à vous apporter ici en termes de savoir religieux, mais plutôt en termes d'expérience, de partage, de réflexion. Voilà, c'est vraiment le fait de réfléchir, c'est le fait de débattre, mais jamais sur la religion, mais sur des phénomènes qui sont concomitants à la religion par exemple, mais jamais sur la religion elle-même. Après avoir vu cet extrait, ce livre a été écrit en fait par 3 auteurs, dont 2 que j'ai pu rencontrer lors du deuxième salon du livre Avéro Livre à Lille, auquel j'ai participé en mai. Donc ces 3 auteurs sont Olivier Estevez, Alice Picard et Julien Talpin. À travers ce livre, nous découvrons une réalité aussi glaçante qu'attendue. De plus en plus de jeunes de confession musulmane, français ou d'origine, nés ici ou non, partent à partir du moment où ils ont terminé leurs études, donc quittent la France à partir du moment où ils ont terminé leurs études, ou même en plein milieu de celle-ci. À cause de quoi? Eh bien à cause du climat plus que délétère qui règne en France quant à la question de l'islam. C'est une réalité. Cette enquête sociologique vient ainsi mettre sur le devant de la scène ce phénomène dont on n'a pas parlé pendant des années, mais qui dorénavant ne se cache plus, en fait la fuite des cerveaux, la fuite silencieuse, comme ils le disent, d'une élite minoritaire. Et sans rentrer dans ce sujet, puisqu'il a précisément été traité par ses auteurs, je vous laisse aller checker ce livre. Justement, cependant, j'ai remarqué depuis quelques années, j'ai fait ce constat avec plusieurs personnes de mon entourage, ce constat étant celui d'une fuite, effectivement, de beaucoup de personnes, en fait, d'une fuite de beaucoup de nos amis, connaissances, frères et sœurs de la communauté, qui partaient, en fait, de la France, qui allaient à Londres, qui allaient en Hollande, qui repartaient dans leur pays d'origine. 2 années après, ce livre sort, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas qu'un constat, enfin, c'était un constat, mais c'était bien réel, c'était pas qu'une impression subjective, c'était bien réel. Les mêmes raisons, en fait, pour lesquelles leurs parents étaient partis, bien sûr de façon générale, mais en général ce sont pour les mêmes raisons que ces personnes partent. Mieux vivre, c'est ça la raison principale, c'est de mieux vivre. À la différence, si leurs parents ont choisi, et cela n'est en rien un jugement, hein, c'est vraiment un constat, à la différence que si leurs parents ont choisi de sacrifier en quelque sorte leur islamité, leur religion, entre parenthèses hein, bien sûr, pour améliorer leur train de vie matériel en partant de leur pays d'origine vers l'Europe, eux, donc ces jeunes générations dont on parle, sacrifient peut-être un certain train de vie, un certain confort de vie, au profit de leur islamité. Égypte, c'est incroyable. En fait, on assiste au complet retournement, au complet renversement de ce phénomène, subhanallah. Et je trouve qu'en tant que musulman, on peut quand même être assez admiratif de ce type de processus, le fait de mettre avant toute chose ta pratique de la religion, avant même ton risque, avant ta dunya, avant ton confort de vie, subhanallah, ils mettent quand même leur pratique de la religion en avant, et c'est la raison pour laquelle ils partent en fait de nos pays européens pour retourner la plupart du temps vers leur pays d'origine. C'est quand même assez admirable, mashallah, et quel tawakkul, quelle confiance en Allah, magnifique. Mais alors on peut nécessairement se demander, devant ce constat, devant la fuite de toutes ces personnes vers leur pays d'origine, ou du moins devant la fuite de toutes ces personnes, on peut nécessairement se demander, et légitimement se demander, est-il devenu impossible de concilier islam et citoyenneté française? L'islam serait-il incompatible avec la République française? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'après un sondage IFOP pour le comité Laïcité République, 57% de musulmans mettent les lois de la charia, donc les lois de l'islam, avant celles de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avant de tenter d'y répondre, je vais me présenter dans l'introduction de cette vidéo, même si la plupart des personnes me connaissent, mais c'est justement à destination de celles qui vont cliquer sans me connaître. Ma présentation va vous rendre plus clair la raison de cette vidéo. Je m'appelle Kerry, je suis convertie depuis 5-6 ans
à l'islam, j'ai toujours été une littéraire dans l'âme. C'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres et de philo, j'ai publié 3 livres et j'ai tenu des milliers et des milliers de journaux intimes. Mes parents peuvent en témoigner. J'ai toujours eu l'écriture et la lecture dans le sang, si on peut dire. J'ai toujours été une férue de littérature. J'ai toujours été une grande passionnée de littérature française, d'écriture. Bref, une vraie une vraie littéraire, vous avez capté. Et quand je me suis convertie, il n'a jamais été question pour moi de renoncer à ce patrimoine français, littéraire, culturel que j'avais toujours absolument beaucoup aimé. Je n'y ai même pas pensé en fait. C'est là qu'on arrive au prochain point qui est culture et religion. Parce que justement, je trouvais ça vraiment étonnant de voir autour de moi des personnes se convertir et adopter, en plus de la religion musulmane, puisque quand on se convertit, on adopte la religion musulmane, c'est un peu le principe, mais en plus de la religion musulmane, je les voyais adopter toute une culture, souvent celle maghrébo-arabe, et certaines personnes même laissaient complètement tomber leur culture de base, française, asiatique, peu importe, pour adopter les codes de la culture arabo-maghrébine, voire saoudienne. Et en fait, moi je n'ai jamais compris ça, vraiment sincèrement je n'ai jamais compris ça, et cela me rendait même triste, au sens où l'islam, et je l'ai toujours compris en toute modestie, c'est vraiment une chose, alhamdoulilah, que j'ai pas eu besoin de déconstruire ça, j'ai vraiment toujours compris l'islam comme une religion, et non pas une culture ou une ethnie. Ça peut paraître un peu logique, vous allez me dire bah oui, c'est un peu la définition, mais non en fait. On va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Bien évidemment que l'islam est né en Arabie Saoudite et a donc un fort terreau arabe, une forte empreinte arabe, une forte identité arabe, mais suite à la hijra, donc suite à l'hégire, donc j'ai fait une vidéo aussi qui traite de ça, avant l'épisode numéro 10 de Réflexion et péripéties de Nourti, suite à la hijra, l'islam s'est implanté partout et est devenu absolument universel, et n'a pas de code finalement culturel particulier. Comme j'aime à le rappeler, on peut rompre le ftar avec un couscous, tout comme avec des nems, tout comme avec une flamme cuche ou un pot-au-feu en fait. C'est un petit peu cliché ce que je dis, mais tant que cela respecte les règles de la religion, il n'y a pas de codes culturels en fait qui sont propres à l'islam. L'islam c'est une religion universelle d'universalité et ce n'est pas une culture en fait, subhanallah. Et le grand amalgame malheureusement que font beaucoup de convertis réside donc souvent entre le fait de devenir musulman et celui de s'arabiser. Ça c'est un énorme amalgame dont on va parler là en introduction, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Je me souviens être tombée sur une publication un jour Facebook anonyme, j'étais un peu sur des groupes Facebook anonymes, des personnes qui venaient poser leurs questions, etc. Au début de ma conversion, et dans ce groupe, la sœur elle avait fait un témoignage du coup, et elle annonçait qu'elle venait à peine de se convertir, et elle était toute fière de dire qu'elle avait déjà appris à faire des gâteaux arabes. Et je ne sais pas si si elle était ironique ou non, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de sœurs sur sa publication qui lui ont rappelé que, machallah, etc., ils l'ont félicité pour sa conversion, mais juste, attention, là t'es en train de faire un énorme amalgame entre culture arabe, culture maghrébine et islam. L'islam te demande pas l'islam te demande pas d'apprendre à faire des macros, te demande pas de savoir faire un tagine, en fait, là ça n'a rien à voir, on est vraiment dans une confusion énorme, et pourtant, elle est vraiment très 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 présente. Et malgré le fait que cela semble évident et clair, je vois tout de même cette confusion justement persister entre islam et culture maghrébine, culture arabe. Surtout chez les anciens en fait, ou chez les personnes qui sont précisément nées dans un pays à forte culture comme le Maghreb, puisque la plupart des musulmans de France ou d'Europe sont maghrébins. Je trouvais que l'on voyait tout le décalage dans le poste de cette sœur en fait, entre ce que l'on considérait être l'islam en termes de religion et ce qu'on lui rattachait faussement en termes de code culturel. C'est très bateau, hein, mais il y a des musulmans de toute ethnie et de toute origine. Waouh! Merci Sherlock, mais il faut le rappeler. Alors ensuite, bien sûr, évidemment, que l'islam, au niveau de ce qu'il nous demande en termes de code vestimentaire par exemple, va évidemment davantage se rapprocher d'une certaine culture saoudienne que d'une culture européenne. Ça, il faut aussi être logique par rapport à ça. Cela ne veut pas dire pour autant que la abaya, c'est un débat que j'ai tout le temps, subhanallah. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Les pensées de Kerry. Donc, mais cela ne veut pas dire, que la abaya, vêtement traditionnel des femmes saoudiennes, soit l'habit islamique des femmes par excellence et par essence. Non, en fait, ça ne veut pas dire ça. C'est faux. On peut tout à fait être mastour, donc pudique, avec un pantalon vert large et une tunique à fleurs. On peut très bien être pudique et on sera tout autant pudique qu'une femme habillée en abaya. Parce qu'en fait, là, on parle de culture et on parle pas de religion. Subhanallah. Il faut arrêter cette culpabilisation des femmes quant à leur tenue. Ça, c'est un grand problème. On parlera plus tard, mais j'en parle de toute façon en long, en travers et en large. À partir du moment où elles respectent la charia, donc le code islamique, le droit islamique, on n'a pas à vouloir nous imposer une uniformité au niveau de la tenue. Et ça, c'est d'une tristesse infinie. Moi, je trouve que c'est d'une tristesse infinie parce qu'en fait, on n'a pas vocation à toutes se ressembler.
On a toutes des différences, on est toutes de cultures, de pays, d'ethnies différentes. C'est tellement triste de vouloir uniformiser les femmes, subhanallah. Je trouve ça vraiment d'une tristesse, ce type de vêtements tous conformes, tous unis, dans lesquels on n'a aucune expression de notre personnalité, noire, monotone, sans vie. Alors je critique pas les femmes qui mettent ça, elles font ce qu'elles veulent, mais moi c'est mon avis, vous êtes sur ma chaîne donc je donne mon avis. Moi je trouve ça triste en fait, et ce que je dis aussi c'est que là c'est pas mon avis, c'est qu'on n'a pas le droit par contre de faire croire aux femmes que ça serait ça et uniquement ça, l'apanage de la pudeur. Non. Ça, ce n'est pas autorisé de faire croire ça aux femmes. Pour entrer maintenant dans le cœur du sujet, l'islam se base sur les droits humains, sur la valeur de la vie et de la dignité humaine. Donc, à moins de vivre dans une société complètement tyrannique et régressive, même si ça existe malheureusement, l'islam peut s'associer avec beaucoup de cultures, j'ai envie de dire avec n'importe quelle culture, avec n'importe quelle société, puisque énormément de sociétés se basent sur ça, le droit humain, la dignité de la vie humaine, la valeur de la vie. Pas se mélanger, on n'est pas en train de dire que l'islam va se mélanger, mais cohabiter. Puisque, rappelons-le, le sujet de la vidéo, c'est de se demander si l'islam peut être compatible avec la République française, puisque nous sommes français, en tout cas je pense à la plupart des personnes qui me regardent, et nous sommes aussi musulmans. Ce n'est pas une question d'ethnie, pour moi, ou de nationalité, mais à partir du moment où l'état dans lequel tu vis a pour base le respect des droits humains, l'islam sera toujours compatible, puisqu'en fait les socles sont communs. Vous l'avez déjà compris, ce que je pense moi à ce sujet, c'est que oui, je pense que l'islam est compatible avec la France et qu'on peut être français et musulman sans se sentir schizophrène pour autant, tiraillé ou devoir trahir l'un pour respecter l'autre. En tout cas, de façon globale et générale. Et parenthèse, nombre de constitutions, de déclarations des droits de l'homme, etc., sous couvert de valeurs républicaines et laïques, recyclent en fait des valeurs religieuses, vraiment. Liberté, égalité, fraternité, ce sont évidemment de grandes valeurs religieuses connues de chaque religion monothéiste, et ça on va le développer ici. C'est à partir de là que l'on peut reparler de ce fameux sondage dans lequel 57% de jeunes musulmans déclarent mettre au-dessus des lois de la République, les lois de l'islam, les lois de la charia. À cet énoncé, énormément de personnes ont paru choquées, décontenancées, énervées, mais pas moi. Et franchement, non pas parce que je suis musulmane, franchement je pense pas que c'est un rapport avec ça, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Et parce que je l'ai compris de façon très paisible, au sens où chacun, et même très logique, au sens où chacun dans sa vie place sa croyance au-dessus, au-delà, en premier avant toute chose, en premier lieu avant toute chose, c'est juste naturel et humain. Et encore une fois, en fait vous allez vous rendre compte qu'on parle pas beaucoup d'islam dans cette vidéo, et la plupart du temps je parle pas beaucoup d'islam en fait, parce que l'islam c'est un truc tellement universel qu'en fait chacun peut se reconnaître dedans. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on ne respecte pas les lois du pays dans lequel on est, en l'occurrence non musulman. C'est pas parce que je mets les lois de la charia au-dessus des lois de mon pays que je respecte pas mon pays en fait, subhanallah. Tout simplement parce que l'islam nous enjoint à respecter les lois du pays. En fait, donc même quand je dis je mets les lois de la charia, je mets les lois de ma religion avant celles du pays, les lois de ma religion me demandent de respecter celles du pays. CQFD. L'islam en fait nous enjoint à respecter les lois du pays dans lequel on est, tant que celle-ci ne nous empêche pas de pratiquer notre religion. Et jusqu'à présent, alors oui, il y a eu beaucoup de menaces, on ne va pas dire le contraire, il y a quand même une certaine islamophobie qu'on peut voir à beaucoup d'endroits en France, mais il n'y a jamais eu de mesures concrètement prises dans le but de nous empêcher de prier, de porter une hijab, de pratiquer. Malheureusement, on va vers ça, mais il n'y a jamais eu de mesures concrètement prises. Donc non, cela n'est pas inquiétant. Pour moi, c'est pas inquiétant. Le prochain point, c'est le contexte historique de l'islam. Sans trop rentrer dans l'histoire, car ce n'est pas ma spécialité, mais juste un peu histoire de poser le contexte, rappelons que les premiers musulmans arrivèrent en France en 704 avec l'invasion de la Corse. Viennent ensuite l'actuelle Pyrénées orientale du duché d'Aquitaine et la province de Septimanie, approximativement l'ancienne région du Languedoc-Roussillon, en 717. Oui, donc ça date, ça remonte vraiment. Et cette dernière, donc la Septimanie, est envahie et est occupée de 719 à 759. Pendant la Première Guerre mondiale, 132 000 Nord-Africains viennent travailler en France métropolitaine. La France devient l'un des tout premiers pays d'immigration au monde et la Grande Mosquée de Paris est inaugurée en 1926. J'ai vraiment fait un topo très très rapide. Après la Seconde Guerre mondiale, une importante immigration provenant du Maghreb se met en place, ce qui forme petit à petit une importante minorité musulmane en France. Et en 2002, pour que le gouvernement puisse mieux régler les activités religieuses musulmanes en France, le ministère de l'Intérieur fonde le Conseil français du culte musulman, CFCM. D'ailleurs, la plus vieille mosquée de France, elle se trouve à Mayotte, je ne sais pas si vous saviez, la mosquée de Tsingoni, donc à Mayotte, qui remonte au XVIe siècle. Mayotte est d'ailleurs le premier département français à majorité musulmane. On voit donc ici pourquoi on dit tout ça. Parce qu'on voit ici, en fait, subhanallah, que la présence musulmane en France ne date pas d'hier. Et donc,
parallèlement à elle, de l'immigration, puisque c'est cette dernière qui a en grande partie rapporté l'islam. L'islam à la base n'était pas connu de la France, l'immigration c'est elle qui l'a en grande partie rapporté, mais ça ne date pas d'hier en fait, 702 c'est quand même, ça remonte quoi. Malgré cela, déjà en 1984, l'immigration semble être un problème, donc ça date encore, ça remonte, maintenant on est en 2024, 1984, ça remonte vraiment. L'immigration semble être un problème et donc avec elle, l'islam. Jean-Marie Le Pen déclarait ainsi que le monde islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays constitue un danger mortel. Et en 1990, toujours, on se rend compte que les mêmes débats étaient déjà ouverts. En fait, subhanallah, on n'a pas avancé, mais en France, c'est vraiment... ils cristallisent vraiment le débat autour de ça. Fermeture des frontières, suspension de l'immigration et surtout l'incompatibilité de l'islam avec la France. Mais pour moi, tout ça, c'est des grands mots, des gros mots. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Les attentats, bien sûr, de 2015, bien malheureusement, ont bien évidemment encore plus cristallisé ces tensions, ces incompréhensions et finalement ce rejet de l'islam, malheureusement, et des musulmans sur la scène publique française. À nouveau, non pas sur des faits concrets, c'est-à-dire non pas à partir d'une réelle incompatibilité de faits entre islam et République française, mais à partir d'amalgames. Terrorisme égale islam, violence égale islam, meurtre égale islam. Et à chaque fois, en fait pour moi, à mon sens, c'est vraiment toujours à partir d'amalgames que se crée la haine, que s'engendre l'ignorance et que s'engendre la haine. Si heureusement, alhamdoulilah, la plupart des Français non musulmans maintenant sont bien conscients de ces amalgames et ne les commettent pas, ils sont quand même bien au fait qu'il y a une différence réelle entre terrorisme et islam, alhamdoulilah. Alors pourquoi cette question semble-t-elle autant hanter le débat public en France depuis si longtemps? Qu'est-ce qui semble si incompatible entre ces deux entités? Afin de le savoir, je me suis dit qu'il serait intéressant de comparer dans leurs valeurs respectives l'islam et la République française, et c'est donc notre prochain point. Comparaison entre valeurs françaises et valeurs islamiques. Je vais donc en fait à chaque fois commencer par une valeur française et voir si elle entre ou non dans celle prônée par l'islam. Donc je vais faire à chaque fois une comparaison. La première des valeurs dont je vais vous parler, c'est la laïcité, qui est une valeur chère à la France, bien évidemment. La fameuse. Pour la définir, la laïcité, c'est un des principes définissant la République qui est indivisible, laïque, démocratique et sociale, comme le stipule l'article 1 de la Constitution. Inscrite dans la Constitution de 1946 et reprise par la Constitution de 1958, la laïcité figure parmi les droits et libertés fondamentaux garantis par celle-ci, au même titre que l'égalité ou la liberté. La loi de 1905 de séparation des églises et de l'État est le socle de la laïcité en France. Selon le Conseil constitutionnel, décision du 21 février 2013, résulte du principe de laïcité plusieurs points. Le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. La garantie du libre exercice des cultes. La neutralité de l'État. L'absence de culte officiel et de salariat du clergé. Que dit l'islam par rapport à ce point-ci qui est la laïcité? L'islam, dans son histoire, a effectivement eu affaire à d'autres communautés religieuses, juives, chrétiennes. Malgré tout ce qu'on veut lui accoler, l'islam, représenté en son temps par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais porté atteinte à l'exercice du culte d'autres religions, n'a jamais favorisé les musulmans dans une quelconque histoire d'injustice, et j'ai beaucoup de preuves par rapport à cela. Tout d'abord, le verset 135 de la sourate El-Nisa, les femmes, dans le sens « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes. Cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Peu importe l'affection ou pas que vous portez envers un peuple, vous devez être équitable et juste à son égard et non pas partial. Ça, c'est une des premières choses. D'après Urwa ibn Zubayr, une femme avait volé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant la campagne militaire pour la conquête de la Mecque. Son peuple s'est empressé d'aller vers Oussama ibn Zaïd pour lui demander d'intercéder pour la femme. Et lorsque Oussama a parlé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son visage a changé et il a dit « Tu me parles pour une peine parmi les peines d'Allah. » Subhanallah. Oussama a dit « Demande pardon pour moi au messager d'Allah. » Durant l'après-midi, le prophète sallam se leva pour faire un sermon et a dit « Certes, ce qui a perdu, ceux qui sont venus avant vous, et que lorsque le noble parmi eux volait, il le laissait. Et lorsqu'un faible volait, il lui appliquait la peine prescrite. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, si Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui couperais la main. » Puis le prophète sallam a ordonné que l'on coupe la main de cette femme. Ensuite, elle s'est repentie et s'est mariée. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, qu'on soit musulman, chrétien, juif, peu importe, on doit faire preuve d'équité dans le traitement que l'on a envers chacun.
On a ensuite aussi le statut de dhimmi, donc qui est apposé aux non-musulmans vivant sur les terres d'islam, juifs, chrétiens et païens, et qui repose sur un contrat de protection. Ces personnes doivent verser l'impôt appelé la jizya, et en échange de cela, les gouverneurs musulmans leur assuraient donc à l'époque protection, paix et libre culte de leur propre religion. La garantie de la liberté de culte présente dans la définition de la laïcité française est bien ici présente. Là, je reprends tous les points qu'on a énoncés par rapport à la définition de la laïcité. Les dhimmis étaient donc égaux aux musulmans quant aux droits, quant aux biens et quant aux obligations. Certains juifs ou chrétiens furent même nommés vizirs dans des pays musulmans. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez là maintenant, dans un pays censé être laïque, alors qu'on sait qu'il a quand même une tradition catholique, est-ce que vous imaginez qu'un président musulman soit élu? Et pourtant, c'était le cas dans les pays musulmans de l'époque, subhanallah. Quant au reste, donc neutralité de l'État et absence de culte officiel, pour reprendre la définition de la laïcité, il n'est pas prohibé pour un musulman de vivre dans un pays non musulman, effectivement, tant que cela n'attente pas à sa pratique religieuse. Et il n'est pas non plus obligatoire qu'il y ait un culte officiel tant qu'il y en a des officieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait que l'État, dans le cas d'un musulman vive, ne se proclame d'aucune religion n'est pas problématique, par exemple en France, quant à sa vie, tant que celui-ci peut se rapprocher de son culte lui-même, donc de façon officieuse, en allant à la mosquée, etc. Il y a encore tellement d'autres preuves démontrant la cohabitation pacifique entre les musulmans et les autres croyances, et donc appuyant sur ce principe de laïcité, le libre culte de chacun est accepté tant qu'il n'est pas imposé aux autres ou ne dérange pas les autres. La laïcité française, en ce sens, est donc bien une valeur partagée par l'islam. La deuxième des valeurs sur laquelle on va s'arrêter, c'est la liberté. C'est la première composante de la fameuse devise française, liberté, égalité, fraternité. Dans la définition française, la liberté signifie alors que les citoyens sont libres en droit et égaux devant la loi. Ils partagent un destin politique commun et gardent leur liberté individuelle sans que celle-ci soit conditionnée à leur ethnie, religion, nationalité, etc. Cette logique interne illustre l'unité et l'indivisibilité de la République. Ainsi, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 reconnaît que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Que dit l'islam par rapport à tout cela? Le principe de liberté est très fort dans l'islam. Ainsi, de façon très basique et première, de façon individuelle, aucun acte ne vaut s'il est réalisé par la force. Autrement dit, s'il n'émane pas d'une volonté pure, libre et consciente de l'individu. La preuve est que pour prier, pour jeûner, pour faire bon nombre d'adorations en islam, l'individu doit posséder la aql, la raison en arabe. S'il ne la possède pas, comme les jeunes enfants qui ne sont pas encore totalement conscients d'eux-mêmes, enfin ils ne sont pas encore totalement capables de comprendre les choses et de raisonner par eux-mêmes, ou les personnes handicapées, par exemple trisomiques, etc., s'ils ne possèdent pas cette aql, les obligations à leur égard tombent. Ils n'ont plus ces obligations-là. Cela montre déjà donc bien à quel point Allah considère chez sa créature la liberté de celle-ci. Un acte n'est accepté de cette dernière que si elle l'a commis en pleine liberté, en plein libre arbitre et en pleine conscience. Subhanallah. C'est aussi le cas pour le mariage. Un mariage dans lequel l'un des deux époux est forcé n'est pas valable, n'est pas valide. Et le prophète sallam nous dit à cet égard, on ne marie pas une fille vierge sans son consentement. Et cela est aussi valable pour les non-vierges. Aussi, à propos de l'importance de la liberté individuelle en islam, Shir al-Islam ibn Taymiyyah dit « Marier une femme malgré elle est contraire aux principes religieux et à ce qui est raisonnable. Allah ne permet pas au tuteur légal de la contraindre à vendre ou à acheter, à manger, à boire ou à porter un vêtement si elle ne le veut pas. Comment dès lors pourrait-il la contraindre à avoir des rapports intimes avec quelqu'un qui ne lui plaît pas? Comment la forcer à avoir des rapports charnels avec une personne qu'elle n'aime pas? Si on parle de façon plus collective et générale, le message ne change toujours pas. Là, on a pris l'exemple du mariage, mais le message ne change pas. La notion de liberté de pensée, de culte, de pratique est un principe en islam. C'est très important. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Et vous serez certes interrogé sur ce que vous faisiez. Ensuite, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, au verset 256, dans le sens « Nulle contrainte en religion ». Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Nulle contrainte, nulle contrainte. Sourate Qaf, verset 45 dans le sens, nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Et là, Allah il s'adresse au prophète sallam. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Donc, encore une fois, la différence de la contrainte, c'est la liberté. Enfin, à propos de la liberté de conscience, l'islam l'applique et la prône aussi. Tout comme la France laisse à chacun de ses citoyens, le libre arbitre quant à ses idées, son expression et ses pensées, l'islam est sur la même longueur d'onde.
Surat Al-Imran, donc la famille d'Imran, dans le sens au verset 20, et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, 3 petits points. Ton devoir n'est que la transmission du message. Dieu sur serviteur est clairvoyant. Ton devoir n'est que la transmission du message. Autrement dit, tu n'as pas à les contraindre. Tu fais ton taf, tu fais les sabab, tu n'as pas à les contraindre. Sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, surat Al-Shura, donc c'est l'avant-dernière, pardon, la consultation dans le sens au verset 48. S'ils se détournent, 3 petits points. Donc, les 3 petits points sont quand même éloquents. Hein. Nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et surat Al-Rashia, l'enveloppante du verset 21 à 24, et dans le sens, eh bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas, alors Dieu le châtiera du plus grand châtiment. C'est quand même assez éloquent. Sans parler de la liberté de penser qui est exprimée à de nombreuses reprises dans le Coran, puisqu'Allah parle de nous comme les doués d'intelligence dans la sourate Al-Imran, et nous demande sans cesse de méditer, de réfléchir, donc en fait d'utiliser librement et consciemment notre raison, notre libre arbitre. Qui est-ce qui peut méditer s'il n'est pas libre de le faire? Il faut forcément être libre de conscience, avoir un libre arbitre pour pouvoir réfléchir et méditer. Sourate Mohammed, au verset 24, dans le sens, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Où y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ne médite-t-il donc pas? Ne réfléchissent-ils donc pas? Comment peut-on réfléchir si on n'est pas libre de sa pensée? Subhanallah. Une autre valeur importante dans la République française comme dans l'islam, c'est la fraternité. Bon, j'ai pas suivi l'ordre liberté, égalité, fraternité, mais c'est pas grave. La fraternité, c'est le 3e terme de notre devise nationale. La fraternité est un devoir que les citoyens français ont tous les uns envers les autres. Cela consiste à maintenir des liens amicaux et solidaires entre eux. La fraternité se traduit aussi par divers organismes comme la mise en place par exemple de la sécurité sociale, des bourses, des aides et autres allocations en tout genre afin de ne pas laisser tomber les plus démunis. Que dit l'islam par rapport à tout cela à nouveau? La fraternité est bien évidemment aussi une grande valeur islamique. En permanence, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent que les croyants et croyantes ne sont que des frères et sœurs et qu'ils doivent ainsi agir entre eux dans ce sens. Allah nous dit dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, au verset 10, dans le sens « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Si l'on veut aller plus loin, ce principe de fraternité, transcende même la religion, puisqu'on peut parler de frères-sœurs en humanité, ce que nous laisse deviner le sens du verset 13 de la même sourate, dans le sens donc « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitué en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez. » Pour que vous connaissiez. Le fait de se connaître, bien sûr, d'aller faire connaissance, induit forcément par la suite un lien qui se crée, et donc un lien fraternel. Et le prophète sallam, il nous rapporte encore que Allah vient à l'aide du serviteur aussi longtemps qu'il aide son frère. Ou encore, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, et ne fuyez pas les uns les autres, et soyez des serviteurs de Dieu. Soyez frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-delà de 3 jours. La fraternité, en plus d'être un principe et une obligation, est quelque chose d'aimé par Allah. Effectivement, très belle histoire, un homme était parti rendre visite à un frère dans le village, un de ses frères en islam dans le village, et sur le chemin, Allah il lui a envoyé un ange pour le questionner, afin de lui demander où il se rendait. Celui-ci répondit qu'il allait visiter un frère. Et l'ange, qui savait très bien, mais qui est envoyé par Allah, c'est pour nous faire des leçons à nous, machallah, lui dit, enfin c'est pas l'ange qui savait, c'est Allah qui sait, mais qui a envoyé son ange justement pour nous donner une leçon, il lui dit, y vas-tu pour lui demander un service? L'homme répondit, je vais le voir car je l'aime en Allah. Et l'ange de lui répondre, machallah, alors je t'informe que je suis un ange d'Allah et je t'annonce qu'Allah t'aime comme tu as aimé ton frère. C'est magnifique. Wallah, c'est magnifique. Également, le fait qu'aller secourir son frère ou sa sœur soit meilleur en termes de récompense que de faire un i'tikaf, donc une retraite spirituelle de 10 ans. C'est impressionnant à quel point la fraternité est une valeur primordiale en islam. Au point qu'Allah est corrélé finalement à la foi. N'est-ce pas que le prophète sallam nous dit ne sera croyant que celui qui aime pour lui ce qu'il aime pour son frère. Est-ce qu'on se rend compte que là, Allah il a corrélé la croyance, l'iman, le fait d'être musulman, au fait d'être bon avec son frère et sa sœur. C'est énorme, c'est dire la valeur de la fraternité. Et enfin, le dernier hadith que je vais citer est celui qui pourrait peut-être se rapprocher au mieux de ce qu'on saisit en termes de fraternité
mais plutôt citoyennes françaises. Les croyants sont entre eux comme les briques d'une construction, ils se soutiennent les uns les autres. Au sens où dans la société française, et même dans toute société en général ou presque, la cohésion et l'harmonie entre ses habitants, entre ses citoyens est primordiale. Sans respect, tolérance, compréhension et bienveillance entre tous les membres de la société, il ne peut tout simplement pas y avoir de société, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et c'est à partir de là que l'on voit, malheureusement dans le contexte actuel, tout un tas de factions se créer et se liguer les unes contre les autres. Du moins, c'est ce qu'on aimerait faire en France, et c'est pour ça, je l'espère. Après, c'est mon intention, c'est Allah qui fait le reste, mais j'espère que cette vidéo, elle pourra contribuer, même si c'est de 0,0001%, à montrer que non, en fait, il n'y a pas ces factions, il n'y a pas de division. On vit très bien, on est dans notre double identité qui est musulman et français, et on vit tous ensemble, en fait, subhanallah. Aurait-on oublié que nous sommes fondamentalement tous des frères par le fait même d'être des citoyens français? Est-ce qu'on aurait oublié cela? Maintenant, on vient à l'égalité, qui sera le dernier terme de la devise française. Donc l'égalité, c'est aussi un des éléments qui figure dans la devise de la France, comme je l'ai dit, et qui désigne le fait que tous les citoyens français, sans réserve de religion, de croyance et d'orientation, sont égaux devant la loi et dans leurs droits. Égaux dans leur traitement politique, judiciaire, mais aussi dans leurs biens et garanties dont ils jouissent. Que dit l'islam par rapport à cela? Le principe d'égalité est aussi évidemment un principe très présent et très fort en islam. Or, on parle aussi d'équité. Par exemple, en islam, la femme et l'homme ne sont pas égaux. Alors attention les féministes et les non-musulmans, ne commencez pas à me sauter dessus, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Pourquoi ils ne sont pas égaux? Puisque, pour parler d'égalité, on se doit de comparer naturellement deux choses identiques. Ça paraît logique. Mais ils sont dans un rapport d'équité. La femme et l'homme ne sont pas identiques, sinon il n'y aurait qu'un sexe. Donc, puisqu'il y a deux sexes différents, on ne parle pas d'égalité, mais on parle d'équité. Puisqu'ils sont dans un rapport d'équité. Chacun reçoit selon ce qu'il est, selon ses capacités, sa biologie, etc. Et c'est ça qui fait sens en fait. Parce que vous voyez, bon là c'est encore d'autres sujets, mais je parle de plein de sujets, mais vous voyez, le problème qu'on voit actuellement avec le féminisme actuel, dont je me revendique pas, moi je me revendique d'un féminisme plus inné, essentialiste, le problème qu'on voit c'est que on a deux entités différentes qui sont l'homme et la femme, et on essaye de les mettre sur le même piédestal, mais ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'elles sont différentes en fait. Parce qu'elles n'ont pas la même potentialité, parce qu'elles n'ont pas la même biologie, parce qu'elles n'ont pas la même constitution. Vous pouvez pas donner la même portion de nourriture à un cheval et à une souris parce qu'ils sont différents. C'est juste logique. L'égalité mais aussi l'équité sont donc des valeurs fortes en islam et rien ne distingue les croyants les uns des autres si ce n'est la piété. Comme Allah nous dit dans le sens: ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et d'Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Pas de supériorité de l'arabe par rapport au non-arabe, ni du non-arabe par rapport à l'arabe, ni encore du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, sauf en matière de piété, la taqwa. Et même si un croyant est ça le pire, c'est que même si un croyant est plus pieux qu'un autre, cela ne lui donne pas pour autant le droit de victimiser, de faire du mal ou de se sentir supérieur aux autres. Malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup. Mais du coup, je sais pas s'ils sont plus pieux que les autres finalement. Donc le principe d'égalité entre tous les croyants, comme c'est le cas entre tous les citoyens français, est parfaitement respecté en islam. Mais alors, après avoir vu dans la théorie toutes ces similitudes entre citoyenneté française et croyance islamique, on a bien vu sur le papier, dans la théorie, que tout marche en fait, tout fonctionne. Pourquoi persiste-t-on à nous faire croire alors que cela ne marche pas dans la réalité? Et pourquoi parfois, de fait, parce que c'est vrai, de fait parfois, cela ne marche pas sur le terrain? Qu'est-ce que reprochent aux citoyens français musulmans les non-musulmans? Qu'est-ce que l'on nous reproche? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Le prochain point, c'est donc les reproches que l'on fait aux musulmans. Et je voulais traiter de ça parce que c'est quelque chose dont je parle très souvent et qui, je pense, est légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de reproches qui sont légitimes et qui doivent être entendables par la communauté musulmane, par notre communauté, parce que c'est en les entendant qu'on pourra avancer, Inch'Allah. Mais je pense qu'il y a d'autres reproches qui le sont un peu moins et c'est ce qu'on va décrypter ici. Alors, qu'est-ce que la France, de façon générale, peut-elle bien nous reprocher, puisque l'on a vu que de façon absolue, autrement dit dans les textes, sur le papier, dans la théorie, les valeurs islamiques et françaises semblent se rejoindre et se ressemblent sur beaucoup de points? Eh bien, il reste quelques petites choses que j'ai souvent entendu reprocher aux musulmans et auxquelles j'aimerais répondre. Je suis frappée aussi de ne pas entendre les musulmans modérés après chacun de ces attentats. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une réflexion à mener en France sur cet islam modéré et islam des Lumières, mais on ne les entend pas. Quand on a ces musulmans qui s'expriment, on n'a jamais dans la rue les fameux musulmans qui sont invisibles, dont on nous dit qu'ils ne sont pas ceux-là.
Comme vous l'avez vu dans l'extrait, la non-participation des musulmans aux diverses manifestations dans lesquelles sont blâmés, ces manifestations dans lesquelles sont blâmés des actes de haine, de terrorisme, Charlie, le Bataclan, Nice, etc. Premièrement, c'est une chose, je me suis toujours dit, donc ils nous reprochent de ne pas participer aux manifestations dans lesquelles on blâme un peu tout ça, toutes ces choses, ces atrocités, ce terrorisme. D'accord. Premièrement, comment est-ce qu'on peut établir sur une manifestation de plus de, je sais pas en général il y a combien de personnes en manifestation, 500, 600, 1000 personnes, comment peut-on établir sur une manifestation de plus de 500 personnes qu'il n'y ait pas eu un seul musulman? Comment on peut l'établir? Est-ce que les personnes qui disent ça sont allées compter un par un, sont allées voir un par un les personnes qui y étaient? Et à partir surtout, même si elles avaient fait ça, à partir de quels critères peut-on dire qu'il n'y ait pas de musulmans? Là vous allez me dire un critère physique. Je n'ai pas vu de tête typée, j'ai pas vu de tête d'arabe, hein, clairement, on va parler clairement. J'ai pas vu de tête de maghrébin, ou j'ai pas vu de hijab, alors j'en conclus grossièrement qu'il n'y ait pas de musulmans. Hein. Et donc du coup, ils sont où les musulmans dans les manifestations, hein, on les attend. Il existe des musulmans non typés, qui sont français, parce que l'islam est une religion et non pas une nationalité, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de cette vidéo. Non mais, désolé, excusez-moi le ton un peu ironique, mais tout comme il existe aussi des musulmanes qui ne portent pas le hijab. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, pour beaucoup de musulmans, comme je l'ai vu récemment dans l'extrait de vidéo placé plus haut, qui traite précisément de ce sujet, dont je vous recommande le visionnage, le fait d'aller forcément à ce type de manifestation anti-terrorisme, anti-haine, anti-islamisme, pas islam, anti-islamisme, est vu comme une sorte de provocation pour beaucoup de musulmans, et pour moi aussi. Pourquoi est-ce que je devrais, moi, musulmane, française tout comme les autres, spécifiquement aller à ce type de manifestation? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on sous-entend en fait en me laissant comprendre que je devrais y aller? Pourquoi est-ce que ça me concernerait plus que les autres? En reprochant à ces musulmans de ne pas aller aux manifestations anti-terrorisme, anti-djihadisme et compagnie, c'est implicitement leur faire comprendre quoi? Mais en fait, c'est implicitement leur faire comprendre que s'ils doivent y aller 2 fois plus qu'un Français non musulman, c'est parce qu'ils auraient, au final, une sorte de parenté avec les auteurs de ces attentats. Bien évidemment. C'est exactement pour ça. C'est absolument insultant en fait. De une, c'est faux, parce qu'encore une fois, on va le dire un milliard de fois, mais l'islam n'a absolument aucune parenté avec ce type d'actes ignobles et odieux. Les musulmans se désolidarisent et ne se reconnaissent en rien dans ce type d'actes, appartenant absolument pas de près ou de loin à l'islam. Et de deux, parce que ça revient à faire sentir aux musulmans de France, comme on l'a dit, en fait qu'en allant à ces manifestations, ce serait une sorte de moyen de se racheter pour leurs co-religionnaires. Mais c'est une blague. En mode, c'est eux qui ont fait de la merde, du coup c'est à vous de vous présenter limite pour vous excuser, faire patte blanche de leur comportement. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ça? Alors bien sûr, on va pas nous le dire comme ça, mais c'est ce qu'on sous-entend. Ah, les musulmans, ils devraient aller quand même à ces manifestations parce qu'en fait, hein, c'est un petit peu... voilà, ce serait un petit peu se racheter pour eux parce que c'est un petit peu les gens de leur religion qui ont fait ça. Non mais, je rêve ou quoi? On doit se racheter de personnes qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont rien à voir même avec notre dogme, avec notre religion, parce qu'elles se revendiquent cette religion? Non. Non, je vois pourquoi je serais plus concernée qu'un Français non musulman. Je vois pourquoi. Je vois pourquoi, mais c'est pas un bon je vois pourquoi. Genre, c'est pas un bon rapport, vous voyez? C'est pas un bon lien. Est-ce qu'on demande, on va encore faire le comparatif, est-ce qu'on demande aux Français chrétiens d'aller expressément se présenter en manifestation quand on démantèle un réseau de pédophilie chez les prêtres? Est-ce qu'on leur demande ça? Je ne pense pas. Nous n'avons en rien à nous sentir coupables ou concernés d'actes que des personnes n'ayant rien à voir avec notre communauté ont commis. Absolument rien à voir. On n'a absolument en rien à nous sentir coupables. Vraiment. Et je comprends pourquoi la plupart des musulmans ne vont pas à ces manifestations, parce qu'en fait, c'est super insultant de sentir limite le couteau sous la gorge en mode faut que tu y ailles parce que comme ça, tu fais un peu patte blanche pour les autres. Non. Non, en fait. Deuxième reproche, c'est le manque d'intégration des musulmans dans la société française. C'est un reproche que j'ai beaucoup entendu. On reproche souvent aux personnes d'origine immigrée, que ce soit de leurs parents ou d'elles-mêmes, et donc par analogie aux musulmans de France, de ne pas s'intégrer, de rester entre eux, d'être communautaristes. Ce que j'ai envie de répondre, c'est que oui, sûrement pour certains, il y a ce phénomène, d'ailleurs, présent à plus ou moins large échelle dans le monde, de rester dans son groupe ethnique religieux, c'est un truc très humain en fait. Mais de ce que j'ai vu moi, puisqu'ici je parle de mon expérience, je vous le rappelle, c'est qu'il y a énormément de jeunes musulmans et surtout musulmanes de mon âge qui ont toujours essayé de s'intégrer via la voie professionnelle par exemple. Et qu'elles ont été rejetées très souvent et en fait tout le temps parce qu'elles portent le hijab, parce qu'elles portent le voile. Et vous le savez, vous connaissez mon avis sur le hijab dans des pays musulmans, vous connaissez mon avis sur le hijab dans des pays non musulmans aussi. Et mon avis en fait il est nuancé au sens où nous ne vivons pas dans une terre musulmane. Dieu sait, il nous a mis là
il sait qu'on ne vit pas dans une terre musulmane. Donc forcément, nous ne vivons pas, a fortiori, sous les règles de la charia, on ne vit pas selon les règles de l'islam, et cela, il faut l'accepter. Tâchez de le changer si on peut, bien évidemment. Si on le peut, tâchez de le changer avec l'intelligence, mais restez aussi réaliste. Et je dis souvent, beaucoup de personnes pourront vous le dire, je dis souvent aux sœurs qui se plaignent énormément de cela, du fait qu'elles puissent pas porter le hijab, que malheureusement, si on veut tout de suite, maintenant, là, dans les prochaines années, maintenant, travailler avec nos hijabs, il vaut mieux quitter la France et rejoindre des pays musulmans. Parce que on se rend bien compte à l'heure actuelle que la France ne compte pas changer sur cela et est loin, très loin d'être prête d'accepter le hijab dans les entreprises, dans le monde du travail en général. Là, il faut arrêter de se leurrer à un moment donné. Et à mon sens, encore une fois, ça reste mon avis, en termes de da'wah, ce n'est pas par là que l'on doit commencer. Ce n'est pas par le port du hijab qu'on doit commencer si l'on veut s'ancrer de plus en plus dans le paysage français. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais pour revenir au sujet, pardon, dans les faits, les femmes qui portent le hijab ne sont pas autorisées à travailler en France avec leur hijab, dans la plupart des jobs. Donc évidemment que l'intégration ne peut pas se faire puisqu'on les rejette, bien évidemment. On sait très bien que c'est les lois de la France, mais dans les faits, que ce soit les lois et qu'on accepte ou non, elles sont rejetées dans les faits, elles ne peuvent pas s'intégrer. Quelque chose qui est important, c'est que la plupart des gens, surtout les non-musulmans, pensent qu'il s'agit simplement d'enlever son hijab, d'enlever un foulard, d'enlever un voile, et que le tour serait joué et qu'il n'y a rien de difficile. Pourquoi elles font autant de comédie? Il suffit juste de l'enlever. Alors, c'est pas si simple que ça. Le hijab n'est pas qu'un vêtement ou un bout de tissu, comme ils aiment à l'appeler. C'est vécu en fait C'est vécu comme une étape importante et un moyen de se rapprocher du divin dans le cheminement de beaucoup de femmes musulmanes. Voilà pourquoi lorsqu'on leur interdit de le porter au travail, elles le prennent et le vivent si mal, car c'est plus qu'un simple bout de tissu, en fait, comme on aime bien dire. Si l'on pouvait trouver des alternatives à cela, la cohabitation serait peut-être plus envisageable. Quant à beaucoup de jeunes musulmans, si on ne parle pas des femmes musulmanes voilées, là, mais si on parle d'autres personnes, quant à beaucoup de jeunes musulmans, maintenant si on élargit le propos, qui vivent malheureusement dans bon nombre de cités et banlieues, on leur reproche à eux aussi de ne pas s'intégrer, mais on sait bien, on le sait, qu'ils ont été parqués, eux et leurs familles pour la plupart, dans ces endroits uniquement avec des personnes qui leur ressemblent et qui sont comme elles. Comment s'intégrer alors? Lorsqu'elles essaient d'intégrer le monde du travail, leur nom à consonance étrangère dérange et on ne leur laisse la plupart du temps pas leur chance. Comment alors s'intégrer? Eh bien en fait il faudrait penser à une cohabitation. Nous on veut bien faire des efforts et on en fait, mais il faut aussi que dans l'autre sens on en fasse envers nous. L'un des reproches aussi qu'on entend beaucoup de la part des non-musulmans faits aux musulmans, à la communauté musulmane de France, c'est leur mauvais comportement. Leur mauvais comportement. Et ici je vais être mitigée parce que je suis très d'accord avec ça et je passe mon temps, si vous me suivez sur les réseaux, à blâmer mes frères et sœurs qui agissent dans ce sens, qui ont des mauvais comportements. Mais ici, je vais quand même être mitigée parce qu'effectivement, on ne peut pas nier, malheureusement, que beaucoup de membres de notre communauté ont souvent des comportements mauvais, des comportements dérangeants, des comportements honteux qui attirent l'attention sur tout le reste de la communauté. Que ce soit le bazar fait la nuit pendant le ramadan. Combien de fois on le dit, même les imams, les responsables de mosquées le disent, s'il vous plaît, quand vous rentrez du tarawih, quand vous rentrez des prières de nuit, il est tard, il y a des voisins, des personnes non musulmanes qui dorment à côté, même des musulmans, en fait, vous ne devez pas faire de bruit. Mais on fait que le répéter chaque année. Que ce soit les émeutes, voilà, qu'on a vu pour Naël al-Rahmo ou pour beaucoup de... Voilà, les émeutes de façon générale. Que ce soit encore énormément de malheureux exemples, nous savons très bien que bon nombre des membres de notre communauté ont déjà agi presque bestialement, faut dire les choses, devant le plus grand nombre. Et cela, on le regrette profondément. Nous, musulmans de la communauté, on le regrette profondément parce qu'on sait que ça donne une très mauvaise image. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je disais que je suis mitigée aussi parce que si d'un côté je regrette ces comportements qui viennent de notre propre communauté, que l'on reconnaît, il n'y a pas un seul musulman qui ne va pas le reconnaître, hein, sincèrement. D'un autre côté, je regrette aussi amèrement, la pièce elle a une double face, je regrette aussi amèrement le fait que les médias, les non-musulmans, bref, tous ceux qui ont en permanence le regard braqué sur nous, n'en profitent pas précisément pour bien regarder. Parce que s'ils regardaient bien, ils verraient qu'il y a aussi des personnes parmi nous qui sont exceptionnelles, qui bougent pour leur communauté, mais aussi pour leur société, qui proposent des choses qui font du bien, qui font du bien à la société française. Mais ça, pour le voir, il faut regarder. Combien d'associations humanitaires tenues par des musulmans, de maraudes alimentaires, de distribution pour les pauvres, d'aide aux plus démunis, de bénévolat, mais aussi de préservation de la nature. Et là, forcément, je vais parler de moi parce que j'ai une association écologique qui s'appelle Les Petites Mains de la Nature, qui a maintenant 4 ans, et qui participe en fait à préserver l'environnement via des nettoyages de parcs, de jardins, d'espaces publics, mais aussi de mosquées, de lieux en tout genre en fait, enfin, tout simplement. Et je suis bien évidemment sûre que je ne suis pas du tout la seule, je suis loin d'être la seule à avoir ouvert une association qui œuvre en ce sens.
Mais ça, on n'en parle pas en fait. Ça, on n'en parle pas. Malheureusement, quand on allume la télé, quand on écoute le RN, combien de fois on entend parler de ces associations? Combien de fois on entend parler de ces collectifs sans même parler d'associations? Parle-t-on souvent, finalement, sans même aller très loin? Est-ce qu'on parle souvent de ces musulmans qui sont à la tête d'entreprises, qui sont ingénieurs, qui sont professeurs, qui sont auteurs ou autrices, qui sont chercheurs à l'université, qui sont scientifiques? Bref, est-ce qu'on parle souvent de tous ces citoyens musulmans français qui font avancer la société chaque jour sans même qu'on le voit, qui font avancer le progrès scientifique, qui font avancer l'élévation, je sais pas, l'urbanisme, qui font avancer la recherche? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle d'eux? Qui élèvent vos enfants dans les crèches et les écoles, qui vous servent votre pain à la boulangerie le matin? Et si on descend un petit peu plus bas, est-ce qu'on parle même de ceux qui accomplissent le sale boulot, comme on dirait? Est-ce qu'on parle de ces petites mains qui font le nettoyage, le ramassage des poubelles? Combien de personnes d'origine immigrée et a fortiori musulmanes travaillent ainsi? Dans des conditions très souvent dégueulasses et illégales, en étant sous-payées, en étant exploitées, en étant maltraitées. Vous savez qui a été mordu par un chien? Franchement, je suis une blanche. On est bien d'accord? Avec tous ces noirs. Avec tous ces noirs. Vous croyez qu'on n'a pas peur? Vous avez peur? Vous avez peur de vos salariés? Vous avez peur des personnes noires? Cet extrait, très malheureusement, quand je l'ai vu, la première fois, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, vraiment. Cet extrait, il parle de lui-même, en fait. Et j'ai eu les larmes aux yeux et j'étais très profondément énervée. Très profondément énervée. Il parle de lui-même parce qu'en fait, sortir les poubelles pour 5 € de l'heure, ah, ça, par contre, on ne parle pas d'intégration. Là, ils sont bien intégrés, hein, les immigrés, et a fortiori les musulmans, parce qu'on sait très bien que la plupart des immigrés de France, fils d'immigrés, même qui sont là depuis des générations, sont musulmans. C'est la première religion par rapport à l'immigration. Ça, par contre, on ne parle pas d'intégration. On ne dit pas qu'ils sont pas intégrés, là, quand ils vont sortir les poubelles pour 5 € de l'heure, le matin, qu'ils travaillent 10 heures par jour. Ça, on ne dit pas qu'ils sont pas intégrés, subhanallah. Mais je pense, à mon avis, on ne parle pas d'intégration ici, mais plutôt d'esclavagisme, à mon humble avis. Toutes ces personnes qui travaillent pour un rien, qui acceptent de se rabaisser, qui acceptent d'avoir un jour de repos par semaine, et encore, et je suis très bien placée pour en parler, sans rentrer dans ma vie privée, ces personnes-là qui acceptent de renoncer à leurs droits dans le seul but finalement de s'intégrer, parce que c'est pourquoi d'autres, bien sûr, c'est pour vivre une meilleure vie, mais si elles ne voulaient pas s'intégrer à tout prix, vous pensez vraiment qu'elles accepteraient de vivre dans ces conditions, de travailler dans ces conditions? Je ne pense pas. Pourquoi on ne parle pas de ces personnes-là? Pourquoi on ne parle pas de ces héros du quotidien que l'on voit ou que l'on ne voit pas, ces petites mains qui acceptent de faire le sale boulot pour rien? Pourquoi on ne parle pas d'elles? Pourquoi on vient toujours parler d'un petit groupe vil, d'un petit groupe mal élevé, d'un petit groupe mal éduqué pour parler de la communauté en général? Pourquoi? Le prochain point, donc le prochain reproche que l'on entend souvent de la part de non-musulmans sur notre communauté, donc sur les musulmans, sur les musulmanes cette fois, c'est un truc dont on parle tout le temps et ça me fatigue et c'est fatigant, mais il faut en parler parce qu'on en parle tout le temps et parce que j'ai l'impression que la France n'arrive pas à avancer sur ce sujet. C'est la soumission des femmes via le port du hijab. À nous, juste mes yeux. À nouveau en France, la question du hijab et de la femme sont très crispantes. Depuis toujours, les Français se sont battus pour leur liberté, machallah, pour le droit de vote, pour la parité, etc. Et voir ainsi des femmes se couvrir volontairement leur échappe complètement et leur paraît illogique, voire de la provocation. Pourquoi ? Tout simplement car la plupart est persuadée que le hijab est une obligation vis-à-vis de l'homme et non pas simplement un ordre divin qui prévaut aussi chez les hommes via leur pudeur, via leur aura, donc leur partie à cacher, respective. On oublie toujours en fait de dire que l'homme aussi doit être pudique et en fait c'est juste de l'ignorance, comme d'habitude, qui engendre la haine des citoyens français, non musulmans, quant au voile, quant à la question du hijab. Leur fameuse et éternelle comparaison avec les femmes iraniennes ou les femmes afghanes en mode « Mais toutes les femmes en Iran, en Afghanistan se battent pour l'enlever, pourquoi est-ce que vous le portez ici volontairement ?» Vous voyez à quel point je suis saoulée. Bien que cela me saoule d'y répondre en permanence, je vais quand même répéter que ce soit en France, où le hijab est en passe d'être interdit, parce que c'est ce à quoi les politiques d'extrême droite travaillent de plus en plus, et l'est déjà en fait dans plusieurs lieux, ou que ce soit en Iran, en Afghanistan, où le non-hijab est interdit, c'est la même chose, puisque la question ne porte pas sur le hijab, on ne parle pas du hijab en fait, on parle de la liberté de porter ou de ne pas le porter, de porter ce qu'on veut. Il faut élever le débat, on ne parle pas du hijab, on va plus loin, on parle de la liberté vestimentaire en fait. C'est ça que soulèvent ces questions. À partir de là, c'est de la mécompréhension, de la méconnaissance de ce qu'est le hijab que vient la haine. À nos yeux de musulmanes, notre couvrement est aussi important que notre découvrement. C'est notre choix, c'est exactement la même chose. Pire que cela, dans une société où le corps de la femme, il faut dire les choses, hein, s'il vous plaît, regardez ça va mieux, hein, c'est dans un aimé.
voilà, la plupart des publicités, la plupart des slogans publicitaires, la plupart des panneaux qu'on voit pour la mode, pour le maquillage, pourquoi, même pour des yaourts, même pour des voitures, c'est quoi? Ce sont tout le temps des femmes nues, des femmes en bikini, des femmes bien habillées, des femmes en fait dont on objective le corps. Donc dans une société où le corps de la femme est en permanence objectivé, réduit au rang de marchandise ou de consommation, plusieurs femmes voilées, dont moi, je suis fière, vivent le hijab comme un moyen de révolte et comme un acte féministe. Et ça, j'ai fait une vidéo sur ça, à ce sujet. C'est la première vidéo de ma série Viens débattre. Pourquoi le hijab est un acte féministe? C'est un acte féministe, pourquoi? Parce que, en fait, à travers cet acte de se couvrir, on refuse cette société et ses injonctions qui visent à objectiver, en fait, le corps de la femme en permanence, à le matérialiser, à l'objectiver, à s'en servir comme produit de consommation. Oui, c'est un acte féministe, c'est un acte de révolte. Donc, bien loin, donc, d'une pseudo-soumission à un homme. Très très loin, très loin. Le prochain point, c'est ne pas avoir à choisir entre nos deux identités. L'avant-dernier point pour moi serait de se rappeler que l'on n'a pas à choisir entre nos deux identités, que l'on est le fruit des deux, que notre personnalité fait partie des deux, et donc il est impossible de choisir. Les personnes qui nous incitent à choisir entre l'un des deux ne comprennent pas qu'un être humain est précisément le fait de différentes mouvances, le fait de différentes alliances, le fait de différentes pensées, le fait de différentes orientations, qui forment ce tout qu'il incarne finalement. Me demander de choisir entre mon identité de française et celle de musulmane revient à me demander de choisir entre mes bras ou mes jambes. Vraiment concrètement, les deux me sont nécessaires et me portent, me constituent dans mon identité et ma personnalité. Je suis Kerima, autrice et férue de philosophie et de littérature française, mais aussi Kerima la musulmane qui croit en Allah et qui suit sa religion. Je suis les deux, je ne suis pas l'une ou l'autre, je suis les deux. Et je n'ai pas à choisir entre l'une ou l'autre. Finalement, c'est celui-ci, l'avant-dernier point, je m'étais trompée. Ce que je vois dans le futur pour l'islam de France, ça, ce sont un peu des solutions que je mets en avant, que je propose à mes frères et sœurs en islam qui regarderont cette vidéo, je l'espère, aux Français non musulmans qui regarderont cette vidéo, je l'espère. Ce sont quelques solutions auxquelles j'ai pensé, je suis pas la première à y avoir pensé, mais c'est toujours bon de les rappeler. La première solution que je propose, c'est d'avoir de meilleurs représentants pour nous, communauté musulmane. On apprécie l'imam Chalgoumi, mais on ne peut pas dire qu'il représente au mieux l'islam et surtout l'écosystème musulman de France. On n'a rien contre lui, mais bon, il faut être un peu réaliste. Autrement dit, les musulmans de France. Il y a bien sûr un islam, mais il y a des musulmans qui sont différents d'un pays à l'autre. Pour les musulmans de France, on se rend compte que l'imam Chalgoumi n'est pas forcément le plus apte à les représenter. Et c'est là que du coup, je vais déboucher sur le deuxième conseil, la deuxième solution. Eh bien, mettre sur le devant de la scène des femmes musulmanes comme représentantes. Fidèle à mon éthique de féministe, représentante de mosquées ou d'instituts ou d'écoles, peu importe. Mais la France, voilà. La France déteste le hijab, la France déteste le voile. Parce qu'elle l'identifie à une soumission passive et docile de la femme à l'homme, ce qu'il n'est pas. On l'a dit en long, en large et en travers. Et elle voit aussi la France dans le hijab la régression de la femme et son instrumentalisation. Sa réduction au rang d'animal ou d'objet et donc sa non-réflexion, le fait qu'elle soit intellectuellement passive. En mettant plus à l'honneur les nombreuses savantes musulmanes qui existent dans notre communauté, on fait d'une pierre deux coups, en fait. On se réconcilie, entre parenthèses, avec une France farouchement, en apparence du moins, attachée à l'égalité homme-femme, mais avant tout, on honore notre islamité. Pourquoi ? Parce que j'en ai parlé déjà dans de nombreuses stories, vidéos, livres, etc. Mais la certaine misogynie et l'effacement, l'invisibilisation que subissent les femmes musulmanes de la part de leurs co-religionnaires masculins, c'est une réalité, n'est pas islamique et pas acceptable. Et il serait bon pour nous, Oumma, tout comme pour notre façon de vivre notre citoyenneté française, de mettre davantage à l'honneur les femmes. On fait d'une pierre deux coups. D'un côté, on se réconcilie avec notre identité française et avec la France de façon générale parce que elle voit que bah oui, il y a des femmes musulmanes qui portent le hijab, qui sont là, qui savent parler, qui sont savantes, qui sont élues, qui sont représentantes. Et d'un autre côté, on se réconcilie aussi avec notre islam parce que il n'est pas islamique en fait de toujours rabaisser les femmes et de ne pas les mettre sur le devant de la scène. En fait, on fait d'une pierre deux coups. On fait d'une pierre deux coups en mettant en avant des représentantes musulmanes voilées ou pas au niveau français. Ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses, mais l'autre solution, ça pourrait être de choisir davantage des représentantes de l'islam français. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, les points se reprennent. Au début, j'ai parlé de l'imam Chalgoumi, qui n'était pas forcément le meilleur des représentants. Ensuite, j'ai parlé du fait qu'il faille mettre des femmes représentantes françaises, musulmanes. Et là, maintenant, je parle de choisir davantage des représentants et représentantes de l'islam qui soient français.
ou bien d'origine immigrée, mais ayant grandi sur le sol français. Mais ayant grandi sur le sol français, c'est primordial. Sur les 2500 imams en France, 300 sont des fonctionnaires de pays étrangers. Effectivement, je n'ai rien contre les imams, les représentants, les professeurs étrangers, mais il y a une chose qui les dessert. Il y a une chose qui les dessert, et vous le savez, le fait qu'ils parlent mal le français. C.H. Chalgoumi, c'est pour ça que j'ai parlé de lui, qu'il s'exprime avec difficulté. Il y en a beaucoup, on le sait très bien, on les entend, les imams, dans les mosquées, etc. Et du coup, quand ils sont invités, je sais pas, dans des conférences avec d'autres représentants religieux qui doivent s'exprimer, avec le président de la République, ou qui doivent, bref, représenter la religion au niveau français, eh bien forcément, ça les dessert et ça nous dessert, parce qu'ils ne parlent pas forcément bien le français. Et ils n'ont pas une culture française assez prononcée en fait. Ils ne font pas français, je suis désolée de vous le dire, mais ils ne font pas français. Et du coup, ça les dessert et ça nous dessert. Et ça participe au fait que les musulmans, et même non-musulmans, ne leur accordent pas de crédit, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut faire une sélection en mode cité étranger, non. Mais favoriser les représentants de culte français. On est en France, c'est logique. Qui connaissent leur pays, parce que c'est une marque de sérieux, c'est une marque de crédibilité. Et ce serait la preuve qui existe, c'est pas que ce serait la preuve, ça existe, ce serait la preuve que l'islam peut s'allier, être compatible avec la citoyenneté française. Ça serait une preuve énorme. Comment voulez-vous créer une communauté française et islamique, citoyenne et républicaine, si les représentants même de cette communauté ne sont pas français, ont été importés de l'étranger et placés en France afin d'enseigner l'islam, bégayent lorsqu'ils doivent parler français devant des représentants de la France. Bien sûr que d'emblée, on ne parvient pas à faire le lien entre français et islam si l'on prend pour représenter cette double identité des musulmans étrangers. Ça paraît logique. Les Français non musulmans ne peuvent que continuer à voir les musulmans de France comme étrangers et ne faisant pas partie du paysage français puisque leurs propres représentants ne sont pas français. C'est une question de logique. Il faut modifier cela et élire des représentants pour notre communauté qui soient français, ou du moins de culture, de patrimoine et d'héritage français, qui connaissent leur pays, qui connaissent la France. Et bien évidemment qui parlent français, qui ne bégayent pas, qui connaissent leur langue française, ou du moins de culture française. Dans les mosquées, dans les cours, bref, dans tous les lieux où l'on nous enseigne la religion, afin d'arriver à cette alliance subtile entre identité islamique et citoyenneté française. L'avant-dernière solution que je voudrais proposer très modestement, afin, on espère, c'est notre intention, c'est notre nia, après c'est Dieu qui fait le reste, mais on essaie de proposer des solutions, parce qu'on nous reproche toujours d'être passif, comme je dis, tous les reproches qu'on a fait avant, mais donc du coup alors on se bouge et on essaie de proposer des solutions. Ce serait peut-être d'adapter, en fait ce serait même pas peut-être, ce serait vraiment d'adapter le discours religieux aux réalités de France, s'il vous plaît, encore une fois. Attention, je ne dis pas ici qu'il faudrait changer la religion pour qu'elle s'adapte à nous, à nos vies. Je dis pas ça parce qu'on aime vraiment beaucoup me faire dire ce que je dis pas. Je dis que l'islam, et ce n'est pas d'ailleurs moi qui le dis, reconnaît dans son interprétation des divergences et cela doit être absolument pris en compte dans nos réalités de Français, d'Européens. Encore une fois, je passe mon temps à le répéter, mais je ne comprends pas les musulmans de France, d'Europe, qui passent leur temps à regarder des représentants, des chiites, des imams, des professeurs venant d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Non pas parce que ce qu'ils disent est mauvais, bien sûr que non, mais parce que ce n'est tout simplement pas adaptable, ce n'est tout simplement pas la représentation de ce qu'on vit nous en Europe et en France. Comment voulez-vous dire à une jeune convertie de France qu'elle doit cesser de travailler si elle ne peut pas porter le hijab, être en non-mixité, faire ses prières à l'heure? Comment vous voulez lui dire ça? C'est du délire, c'est du délire et c'est intenable. D'autant plus que l'on connaît beaucoup de situations dans lesquelles les convertis sont rejetés de chez elles par leurs parents et ne doivent compter que sur elles-mêmes, sans parler d'Allah bien sûr, pour subvenir à leurs besoins. Allez donc dire à cette sœur, qui est partie de chez elle parce qu'elle s'est convertie à l'islam, parce que ses parents l'ont jetée en fait, et qui doit en fait subvenir parce qu'on est dans un pays qui travaille, on est dans un pays qui demande à ses citoyens de travailler et qui n'accepte pas le port du hijab dans le travail, allez dire à cette sœur, si tu ne peux pas porter le voile au travail, ne travaille pas. Est-ce que ces imams, complètement déconnectés de la réalité que l'on vit en France et en Europe, vont héberger ces sœurs? Est-ce qu'ils vont leur donner une rente tous les mois, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils vont les nourrir? Bien sûr qu'il faut faire confiance à Allah, car il est Ar-Razaq. Mais Allah nous demande avant tout de faire les causes et de rester cohérent et logique. Si l'on s'interdit de travailler car on ne peut pas porter le hijab, pour moi, on doit rester cohérent sur toute la ligne et partir dans un pays musulman. Et c'est pas un propos radical, c'est ma logique à moi. Bien sûr, encore une fois, qu'on doit faire tout pour trouver un travail qui accepte le hijab, on n'a pas dit le contraire, mais la vraie cohérence est de partir et de faire les choses complètement, à mon sens.
Il faut, dans nos pays que sont la France, la Belgique, bref, l'Europe, suivre des prédicateurs européens, car ce sont les seuls à savoir ce que l'on vit, à savoir quel est le quotidien et la réalité de nous, musulmans d'Europe. Ce sont les seuls à le comprendre. Encore une fois, il n'y a qu'un islam, mais il y a bien plusieurs musulmans et diverses façons de vivre et diverses interprétations. On ne vit pas l'islam de la même façon en Malaisie qu'en Arabie Saoudite, qu'en France. Cela est logique, l'environnement extérieur ne peut pas être mis de côté dans la question de l'application de la religion. Pour conclure, personnellement, je vais répondre à cette question, même si j'ai fait qu'y répondre, je pense que oui, l'islam est compatible avec la République française et ses valeurs, au sens où cette dernière promeut des valeurs humaines. L'islam est aussi farouchement porteur et défenseur de valeurs humaines, de dignité, de respect du prochain, d'altruisme et de tolérance. Donc oui, fondamentalement, je pense que l'on peut être musulman et républicain, musulman et citoyen français, tant que l'on respecte et que l'on n'amalgame pas ce qui relève de la culture et ce qui relève de la religion. Tant que l'on n'essaye pas de remplacer la culture française par la culture maghrébine arabe, oui, je pense qu'on peut. Parce que de toute façon, ce n'est pas ce que l'islam demande de faire. Oui, je pense qu'on peut aimer Proust et faire le ramadan. Lire du Zola l'après-midi et le Coran le soir. Je pense que oui. Je pense qu'il est temps de remettre les choses à leur place. La culture, les traditions, les mentalités à leur place. Et la religion à la sienne. Centrale, mais à la sienne. L'islam et la France, dans leurs idéaux et leurs valeurs, se ressemblent énormément, et en ce sens, elles n'ont pas à s'opposer ou se battre dans nos personnalités, mais bien s'harmoniser, afin de mener au processus final que nous sommes, tous, des êtres humains, accomplis, qui possèdent une patrie, un pays, mais aussi une foi et une religion. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire.